Mais qu'est-ce que tu fous? On a déjà fait cette intro. Il faut bien leur dire que ça sert à rien de regarder cette vidéo s'ils n'ont pas vu la première, non? Comme tu veux. Bon, donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la regarder soit par le petit i, soit en description. J'ai ton café, hein, au cas où. Et puis sinon, bah, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du top 10 des montres les plus chères du monde. Dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à la montre numéro 6. Du coup, on va pas s'éterniser et c'est parti pour la numéro 5. Ah, on revient dans les montres modernes cette fois-ci avec la Chopard 201 carats. Une nouvelle marque. Nouvelle marque, oui, mais on se retrouve dans la même catégorie que notre numéro 7, la Billionnaire de Jacob & Co. Donc, Chopard, à la base, c'est Louis Ulysse Chopard qui monte sa propre manufacture en 1860 dans le petit village de Sonvilliers, situé entre La Chaux-de-Fonds et Bienne. Il n'a alors que 24 ans, mais a vite compris qu'avoir sa propre manufacture était largement plus rentable que de travailler pour d'autres. Cette manufacture est spécialisée dans les montres de poche de grande précision et les chronographes. Ça vous rappelle quelque chose tout ça, non? Jusque-là, oui, mais comparé à d'autres qu'on a cités avant, il se positionne sur un marché particulier puisqu'il vise les montres ultra plates et dites de bon courant, donc les montres de tous les jours. L'entreprise grandit bien et son fils, Paul-Louis Chopard, reprend le flambeau et continue de développer la marque Chopard. Il ouvre une succursale à La Chaux-de-Fonds en 1922, puis déménage toute l'usine à Genève en 1937. C'est en 1943 qu'elle est reprise par le petit-fils de Louis Ulysse Chopard, Paul-André Chopard. 20 ans plus tard, donc en 1963, ce dernier cherche quelqu'un pour reprendre la marque car aucun de ses enfants ne souhaite reprendre les rênes. Il rencontrera Karl Schäufele, héritier d'une riche dynastie d'horlogers et joailliers allemands de Pforzheim, qui décide de racheter l'entreprise. C'est surtout la famille Schäufele qui va faire croître et connaître la marque Chopard. L'usine va ensuite déménager de Genève à Meyrin, une commune pas loin, et commencer à se diversifier dans les montres femmes et la joaillerie. Il se positionne maintenant plus dans l'horlogerie haut de gamme et la joaillerie, en rejoignant les grands noms tels que Cartier, Piaget, Bulgari et autres, bien loin de ce qu'elle faisait lors de sa création. Et c'est là qu'on retombe sur la Chopard 201 carats, qui s'inscrit dans la lignée des montres joaillerie où on est presque plus sur un bijou qu'une montre. Comme pour la Billionnaire, ici, c'est clairement la qualité et la quantité de diamants qui font la valeur de cette montre puisqu'elle comptabilise 874 diamants de couleurs différentes, dont un diamant rose en forme de cœur de 15 carats, un bleu de 13 carats bien visible et un blanc de 11 carats sur la lunette de cette montre. Et oui, comme vous en doutez, elle s'appelle la 201 carats car c'est le poids total des diamants qui composent ce bijou. D'ailleurs, elle est dotée d'un mécanisme qui permet de faire glisser les diamants pour afficher ou masquer le cadran, qui est lui-même serti de diamants jaunes. Par contre, et il faut quand même le noter, il semble que cette montre possède encore un mouvement mécanique manufacturé en interne par Chopard, et ça, moi je trouve que c'est encore chouette, car souvent dans ce type de montre, le mouvement et l'indication de l'heure, c'est que un accessoire. Ouais, je reste clairement pas fan, mais bon, elle coûte quand même 25 millions, donc... Allez, à la suivante. Ah, une fois de plus, on va aborder une nouvelle marque avec cette fois-ci la Breguet Grande Complication Marie-Antoinette. Bon, je crois qu'on a déjà plusieurs fois évoqué cette marque et surtout son créateur, Abraham Louis Breguet. Mais on peut faire un rapide récapitulatif de l'entreprise Breguet. Ouais, ce serait assez dommage de passer à côté vu qu'on a déjà fait ça pour toutes les autres du classement. Bon, comme on le disait, avant de parler de l'entreprise, il faut surtout parler de son créateur qui est un peu le Léonard de Vinci de l'horlogerie. Il a développé énormément de choses conjointement avec son entreprise et on attribue à la maison Breguet de sacrées avancées technologiques dans le monde de l'horlogerie. Histoire aussi de remettre l'église au milieu du village, Abraham Louis Breguet est un horloger suisse né à Neuchâtel dans le canton du même nom en 1747.
À cette époque, c'est pas encore la Suisse, car le canton est une principauté du royaume de Prusse. Il commence un apprentissage d'horloger dans le petit village des Verrières, juste à côté de la frontière française. Suite à la perte de sa mère et de son beau-père, il part poursuivre ses études à Versailles, où il y restera 10 ans. Et pour ceux qui visualisent pas trop dans le temps, on place ces dates, on est sur la fin du règne de Louis XV et le début de Louis XVI. Puisque Louis XV meurt le 10 mai 1774 et Louis XVI est couronné le 11 juin 1775. C'est d'ailleurs cette même année qu'Abraham Louis Breguet fonde la maison d'horlogerie Breguet à Paris. Clairement, le mec est un véritable génie et en 5 ans, il se fait déjà une sacrée réputation en venant perfectionner des montres existantes. Après, lui et son entreprise, car la marque Breguet va continuer d'innover bien après le décès d'Abraham, vont sortir tout un tas de complications qui sont maintenant des must-have pour toutes les grandes marques d'horlogerie qui se respectent. Pêle-mêle, on peut citer l'invention des montres automatiques appelées perpétuelles à leur création, même s'il semblerait qu'il y ait juste amélioré le mécanisme et l'a surtout démocratisé. L'invention du ressort-timbre pour les montres à répétition et sonnerie. L'invention du pare-chute, l'ancêtre de l'amortisseur pour les balanciers spirales. Le tourbillon, la première montre bracelet, ou encore la première montre à remontoir sans clé. On est d'accord que c'est un sacré palmarès, et du coup, ça nous ramène à la montre de ce top, celle qu'on appelle la Marie-Antoinette. Pour le coup, l'histoire complète de cette montre mériterait clairement une vidéo complète, mais pour faire court, il semble qu'à l'origine ce soit une commande d'un mystérieux admirateur qui demande à Breguet de créer la montre la plus compliquée et la plus spectaculaire de l'époque. Ça vous rappelle quelque chose, non? Ouais, c'est pareil, sauf que là, c'était en 1783, pile 150 ans avant que la super complication Henry Graves de Patek Philippe. Bon, par contre, cette montre ne sera jamais vraiment offerte à la véritable Marie-Antoinette, car elle ne sera terminée qu'en 1827, soit 34 ans après la mort de la reine et 44 ans après la commande. Elle porte la référence 160 dans les registres de la marque. On notera aussi qu'elle sera terminée 4 ans après la mort d'Abraham Louis Breguet lui-même. Par contre, elle est et restera un joyau de l'horlogerie pendant plus de 2 siècles, mais sera volée en 1983 au musée de Jérusalem, puis retrouvée en 2007. Sauf que dans ce top, on parle pas de cette montre-là. Et non, car vous vous doutez bien que cette première montre a clairement une valeur inestimable, puisqu'elle représente le summum du savoir-faire horloger de la fin du XVIIIe siècle. Dans ce top, c'est sa réédition dont on parle, car on connaît sa valeur. Exactement. C'est en 2004 que Nicolas G. Hayek va lancer comme défi aux horlogers de Breguet de reproduire à l'identique ce bijou de technologie d'époque. Et là où se trouve toute la prouesse, c'est qu'à cette époque-là, elle était toujours dans la nature, donc impossible de la démonter pour savoir comment elle était faite. Les horlogers se sont basés sur les archives et les dessins originaux présents dans le musée de la marque ou celui des Arts et Métiers de Paris. Mais c'est pas tout, car faire toutes ces recherches sur cette montre, ça a permis de retrouver une belle quantité de savoir-faire oublié de cette époque-là. Et historiquement, c'est aussi clairement des belles découvertes. Pour le coup, histoire de comparer avec les précédentes montres ultra compliquées qu'on a vues, celle-ci possède les éléments suivants. Un calendrier perpétuel affichant la date, le jour et le mois. Une répétition minute avec déclenchement à volonté sonnant les heures, les quarts et les minutes. Une équation du temps qui indique la différence pour chaque jour entre le midi vrai et l'heure moyenne. Les heures sont sautantes et une grande seconde dépendante, ancêtre du chronographe. Ainsi qu'une indication de la réserve de marche sur 48 heures et un thermomètre. Et bien sûr, le remontoir dit perpétuel. On notera aussi que les platines, les ponts ainsi que tous les mobiles sont en or rose poli et non en laiton comme cela se fait habituellement. Tout comme les pivotements sont en saphir et on y retrouve le fameux pare-chute inventé par Breguet pour protéger le balancier. Et pour couronner le tout, la montre se trouve dans un coffret de chêne provenant directement du jardin de Versailles. Chêne sous lequel la reine aimait se prélasser et qui malheureusement a été fortement endommagé lors de la tempête de 1999 puis de la canicule de 2003. Et pour la petite histoire, dans l'histoire, le chêne sera offert à Hayek en échange du financement de la restauration d'une statue. Ce dernier refuse et préfère financer la restauration du petit Trianon et du pavillon français qui étaient les domaines privilégiés de Marie-Antoinette, rendant pour le coup un double hommage à la reine en redonnant à sa montre et à son château leur splendeur d'antan. Et du coup, la nouvelle Marie-Antoinette de Breguet sera terminée en 2008 et présentée à Baselworld pour changer. Le tout ayant quand même pris 4 ans. Et bon, même si à mon avis, tant la nouvelle que l'ancienne ont une valeur inestimable, la nouvelle version de la Marie-Antoinette, la référence 1160, a été estimée à 30 millions de dollars américains.
Ouais, on n'est pas trop rentré dans les détails, mais je pense qu'on pourra aussi largement faire une vidéo sur ces deux montres, tant leur histoire est complètement folle. Allez, on attaque enfin le top 3 de cette vidéo. Et ben, pour changer, on repart sur une Patek Philippe. Ouais, ils ont clairement une tendance à produire des montres de folie en petite quantité qui se revendent à des tarifs de débiles mentaux aux enchères. Bon, cette fois-ci, on parle de la Grandmaster Chime, référence 6300A-010. Du coup, sous ce nom barbare, on retrouve une pièce unique qui a été créée spécialement pour une vente aux enchères. Donc autant dire qu'ils ont tout fait pour qu'elle se vende le plus cher possible. Cette vente était organisée par la maison Christie's et pour le coup, Patek Philippe a vu les choses en grand. Il a fallu pas loin de 10 000 heures de travail, soit plus d'une année pour mener à bien ce projet. Après, ils ont clairement affiché la donne en la vendant comme une des montres les plus compliquées jamais réalisées. Pour changer, l'idée derrière cette montre, c'est de proposer des technologies encore jamais vues dans l'univers horloger. Et du coup, ben, on se retrouve avec 20 complications. 2 cadrans avec un système pour la pivoter sur le bracelet, avec un côté noir et un saumon en or rose. Une indication si la sonnerie est en marche ou non. Un deuxième fuseau horaire avec indication du jour ou de la nuit. Le jour et la date sur les 2 cadrans. Le mois. Le cycle des années bissextile, donc un quantième perpétuel. On a l'indication de l'année en 4 chiffres, l'indication des 24 heures, et pour couronner le tout, elle est dans une boîte en acier, chose très rare pour Patek Philippe comme on l'a dit plus tôt dans cette vidéo. Bon, pour le coup, l'intégralité de l'argent collecté lors de cette vente, appelée Only Watch, est reversée pour la recherche sur la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique frappant principalement les enfants. Mais bon, comme vous vous en doutez, celle-ci ne fait pas exception et elle s'est vendue à un prix affolant de 31 207 700 $ le 9 novembre 2019, devenant la montre la plus chère jamais vendue aux enchères. À ce jour, aucune montre ne l'a dépassée. Ouais, on est clairement à un autre niveau de vie. Allez, c'est parti pour la numéro 2. Et pour cette deuxième place, on retrouve une marque dont on n'a encore jamais parlé sur la chaîne, Graf Diamond, avec la Fascination. Bon, vous vous en doutez, on revient vers des montres qui sont plus vraiment des montres. Ici, on est assez proche de l'histoire de Jacob Rabo pour Jacob & Co, puisque la marque Graf Diamond est créée et dirigée par un seul homme, Lawrence Graf. Né en 1938 dans un quartier pauvre de Londres, il quitte l'école à 15 ans et commence un apprentissage de joaillier chez un certain Chandler. Très rapidement, le monsieur se retrouve à faire ses propres créations et crée sa société Graf Diamonds en 1960, alors âgé de 22 ans. Puis en 1962, il ouvre sa première boutique. Après, on va pas se mentir, il a pas mal de flair et arrive assez rapidement à se faire un nom dans la joaillerie puisqu'à ses 28 ans, donc en 1966, il reçoit le prix du Diamond International Award pour un bracelet de diamant et améthyste. De là, la marque ne cesse de grandir et devient de plus en plus influente. Il se spécialise dans les pierres historiques et exceptionnelles, donc autant vous dire qu'il joue à un sacré niveau le monsieur. C'est en 2009 que Graf Diamonds va lancer la gamme Graf Luxury Watches. Les montres sont fabriquées à Genève et le style des montres se veut inspiré par les diamants. En 2010, il lance le premier mouvement entièrement créé pour Graf, appelé Graf Calibre 1, puis le Graf Calibre 2 en 2011, puis le 3 en 2012 et le 4 en 2013, avec un mouvement tourbillon. Ce qui nous amène à notre montre numéro 2, la Graf Diamond Fascination qui a été présentée à la foire de Bâle en 2015. Ouais, pendant longtemps, c'était clairement the place to be pour montrer les toutes nouvelles montres et faire sensation auprès de la presse. Pour le coup, on est clairement face à un bijou et dans le plus pur style joaillerie. Cette pièce est recouverte de 152,96 carats de diamants les plus purs, avec comme pièce principale un diamant de 38,13 carats taillé et poli directement par la société Graf. Autre fait intéressant, c'est que cet immense diamant est amovible et peut être porté comme élément central d'un bracelet ou d'une bague. Ouais, t'as quand même l'air con si tu paumes la bague. Ça c'est sûr, moi avec ma chance légendaire, jamais je m'approche de ce genre de pièce. Il y a beaucoup trop de risques. Puis bon, vous imaginez bien qu'avec tous ces diamants et cet élément central, le prix doit aussi être astronomique et c'est clairement le cas. Puisque cette montre est estimée à 40 millions de dollars américains. Ouais, sauf que c'est pas la première que Graf a présentée à Baselworld. Celle qui avait été présentée en 2014, eh ben c'est celle qui est en première place.
Et oui, car l'année d'avant, donc en 2014, Graph Diamonds avait fait très fort en proposant la Graph Diamond Hallucination. Bon, on est sur le même concept, hein. C'est plus un bijou qu'une montre, mais clairement, pour une première participation, le monsieur s'est clairement fait remarquer. Bon, on vous le dit tout de suite, la Hallucination est estimée à 55 millions de dollars américains. Et ce qui fait le prix de cette pièce, c'est qu'elle est composée uniquement de diamants de couleur, bien plus rares et donc bien plus chers que les blancs. On retrouve un petit air de la Chopard 201 carats, sauf que ici les pierres sont bien plus grandes, participant au prix exorbitant de cette montre. Surtout qu'on ne retrouve que 110 carats de diamant, hein. Mais bon, comme d'hab, la rareté, tout ça, hein. Après, faut aussi dire que c'est Lorenz Graph lui-même qui a conçu cette pièce et l'a ensuite développée avec ses employés. Elle représente des milliers d'heures de travail vu que tout est fait en interne, de la taille au sertissage en passant par le polissage des diamants. Bon, je vous avoue qu'à mes yeux, ces deux dernières montres, c'est plus vraiment en fait. Mais bon, ça donne l'heure, ça vaut une blinde, donc au final, bah, ça rentre dans ce top. Et voilà, on est enfin arrivé au bout de ce premier top 10 des montres les plus chères du monde. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce format. Bon, c'est pas sûr qu'on en refasse prochainement, mais on sait jamais. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si vous aimez ce qu'on fait, partagez nos vidéos et bah, lâchez-nous un pouce bleu, hein, histoire d'aider à faire connaître cette chaîne à d'autres personnes. Et au passage, flattez l'algorithme de YouTube. Et si, comme d'hab, vous voulez des infos en avance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. En attendant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus le sujet, on vous met toutes les sources en description. Du coup, on vous souhaite tout de bon. Et à la prochaine. Du coup, on va pas s'éterniser, ça tombe bien. De feu... Oh, j'étais pas prêt. De Pforzheim. Oh, comme j'étais pas prêt du tout. Oh mon dieu. J'ai vu ce nom-là dans ma tête, ça a fait... Help et help. Complet. Héritière d'une riche dynastie d'horlogerie. Héritière. Non, c'est une héritière maintenant. Ah, c'est une héritière, Karl. Karl, c'est une femme, d'accord. Karl femme. Oh, pas de sexisme. De Pforzheim. Où je sens que celui-là, il va être compliqué. Il va être compliqué. L'invention du ressort timbre pour le monde de ressort timbre. C'était les ressorts timbres. Vous avez le ressort timbre, hein. On va reprendre le ressort timbre alors. Pile 159 ans avant que la sup... Oui, ben je ne vois pas. Le 9, il se fait pas du tout comme ça. Eh ben ta gueule. D'accord. Sur 49 heures... 40... Non mais... 48. Ouais, j'étais pas loin. Lorenz Graph. Né en 1938. J'ai bugué. C'est arrivé droit sur le flash au moment où je me suis dit mince. Ouais, c'est vrai que si t'attends trop, tu vois plus. Bah, il y avait le flash, puis j'étais là. Ben, un truc blanc, 1930 blanc. Et créer sa société. T'as dit Chertin, de toute façon. Dites-nous ce que vous en pensez, et surtout, ben, ce que vous... Dites-nous ce que vous en pensez, et surtout ce que vous en pensez, hein. Ouais, t'as oublié ce que vous en pensez aussi. C'est ça important. Dites-nous ce que vous en pensez, hein. Après, ben, c'est sûr que c'est... C'est sûr que c'est pas sûr. C'est sûr que c'est pas sûr. Et j'ai écrit ça hier soir, hein. Ouais, ça se voit, t'as la fatigue qui est revenue d'un coup, là.